Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de tous les titres lus dans le courant du mois de novembre dernier. Un mois qui a été en termes de lecture, en tout cas un mois un peu moyen. Voilà, il y a eu... Allez, on va démarrer tout de suite par le point lecture, vous allez comprendre, il n'y a pas d'énormes coups de cœur, il y a quelques titres très mitigés. Et puis on va démarrer tout de suite par une petite déception, un titre qui m'a été envoyé par une maison d'édition en service presse, c'est La Fureur des siècles de Johan Elio, c'est publié aux éditions Critiques. Sublime couverture de Didier Graffet qui m'avait tapé dans l'œil, et puis le résumé m'avait beaucoup intéressé. On me parlait, on est au début du XVIe siècle, à Florence en Italie, une bande de mercenaires va enlever un jeune moine, ou en tout cas un ecclésiastique, il s'appelle Riginus. Ce jeune homme a une mémoire photographique, je suppose, une mémoire absolument extraordinaire. Et ils ont besoin de sa mémoire pour les guider à travers les âges. En effet, dans cet univers un peu uchronique, dystopique, je ne sais pas trop, peut-être plutôt uchronique, Léonard de Vinci a inventé une machine qui permet de voyager dans le temps. Un peu une machine un peu steampunk à base de fumée, voilà, ce genre de choses. Donc un résumé assez intriguant, mettant en scène Léonard de Vinci. Malheureusement, je dois bien avouer que ce titre, ça l'a pas trop fait avec moi, vous devez le sentir au résumé que je vous en fais. Alors déjà, point très positif, le style de l'auteur, il est... c'est très bien écrit, vraiment. Au niveau du style, il n'y a aucun souci. Pour ceux qui cherchent notamment des belles écritures, vous pouvez foncer. Si vous aimez Del Socorro, notamment, je pense que c'est un auteur qui peut vous brancher, de par le style de l'écriture, mais également de par le fait que c'est un roman qui, certes, est un roman de SFFF, mais c'est également un roman qui est très historique. On va vraiment aller chercher l'histoire du XVIe siècle, Léonard de Vinci, François Ier, les guerres entre l'Italie et la France, l'importance de la religion, les complots, etc. Donc si vous aimez l'histoire, je pense que vraiment c'est un titre qui peut tout à fait vous plaire. Moi, je dois bien avouer que c'est une période de l'histoire qu'en plus je ne maîtrise pas forcément. Donc au début, j'étais un petit peu perdue, le temps que l'auteur pose son histoire. J'avais un peu de mal aussi à voir quels étaient les enjeux, les personnages faisaient un certain nombre d'actions, je ne comprenais pas quel était leur objectif en fait. On va alterner dans la construction de l'histoire entre deux parties, donc une partie avec le groupe de mercenaires qui donc a enlevé notre jeune ecclésiastique, et puis une autre partie où on va être avec Léonard de Vinci, et Léonard de Vinci, on va découvrir d'où est née cette machine, et comment elle est apparue entre les mains de Léonard de Vinci. Donc deux parties. La partie avec Léonard de Vinci, finalement, c'était celle qui m'intéressait peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus le groupe de mercenaires, leur quête, où ils allaient, pourquoi ils y allaient. Et je dois bien avouer que ça soit d'un point de vue historique, j'étais un petit peu paumée, l'histoire, j'étais un peu paumée aussi. Donc voilà, ça a été vraiment une lecture compliquée. Plus j'avançais, plus je trouvais que c'était brouillon, parce qu'en fait je m'embrouillais clairement au niveau de l'histoire. Il y a aussi autre chose, et ça, bon, je le savais dans le résumé, hein, je me rends compte de plus en plus, là c'est quasi confirmé, j'ai vraiment du mal avec l'utilisation de personnages qui ont vraiment existé dans des romans de l'imaginaire. Dans des romans historiques, qu'on retrouve certains personnages, ça s'explique. Dans des romans de l'imaginaire, j'ai vraiment du mal. Quand là typiquement on imagine que Léonard de Vinci est l'inventeur de génie qu'il a été, mais qu'il a inventé une machine qu'il n'a jamais inventée, qui n'a jamais existé. C'est quelque chose avec lequel moi j'ai du mal. Je sais qu'il y a des gens que ça ne gêne pas. J'avais lu également il y a quelques temps peut-être tout au début de ma chaîne, peut-être ou même un petit peu avant que je crée la chaîne, un roman policier qui mettait en scène Freud. Et c'est pareil, j'avais eu du mal parce que mon cerveau n'arrive pas à le détacher en fait de ce personnage réel qu'il a été. Et mon cerveau, il est toujours en train de se dire, attends, ça c'est l'auteur qui l'invente ou c'est vrai? Et du coup, ça casse ma lecture, et c'est quelque chose avec lequel moi j'ai du mal. Voilà, je sais qu'il y a des gens que ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc c'est quelque chose à nouveau que j'ai eu là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on décrivait des relations entre Léonard de Vinci et certains personnages, je me disais, attends, c'est des vraies relations ou c'est l'auteur qui invente? Et du coup, moi, ça me casse dans ma lecture et j'ai vraiment du mal avec ça. Donc voilà, et puis en plus de ce côté historique très présent que je ne maîtrise pas, c'était un petit peu difficile,
et bah, forcément j'ai eu une lecture un petit peu distante, voilà. Je pense que ça peut tout à fait plaire, notamment aux gens qui aiment forcément les titres historiques et les gens qui ont aimé les derniers romans de Jean-Laurent Del Socorro notamment, puisque ici il y a une forte dimension historique. Je pense que ça peut tout à fait plaire, c'est juste, bah voilà, avec moi ça l'a pas fait, et ça arrive, on peut pas tout aimer, malheureusement. Un autre roman qui est une relecture, c'est un tome 1. Pour le moment, je ne poursuivrai pas la saga, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai donc relu, on va dire, le tome 1 du livre des martyrs de Steven Erikson, Les Jardins de la Lune. C'est publié aux éditions Léa. Ici, on est dans un univers de fantasy extrêmement dense, dans lequel l'Empire malazéen essaie de s'étendre le plus possible sur le monde dans lequel il est, et donc on va être dans une histoire de complot et de politique, voilà, qui va mettre en scène beaucoup de lieux, beaucoup d'époques et beaucoup de personnages différents. Alors, premièrement, Steven Erikson, voilà, c'est une série extrêmement connue. L'auteur est un auteur qui a beaucoup d'exigences par rapport à ce qu'il écrit lui et également pour ses lecteurs. C'est typiquement le genre d'auteur qui ne va pas vous prendre par la main, loin de là, hein, il va vous balancer dans l'univers et vas-y, débrouille-toi. Donc moi, c'est un roman que j'avais déjà lu une première fois. En totalité, j'avais lu à peu près 30% la première fois et je m'étais arrêtée parce qu'à l'époque, c'était un roman que je lisais en lecture commune avec un découpage. Et en fait, moi, pour ce genre de romans qui sont assez denses et assez exigeants, j'ai besoin de m'immerger. Je sais qu'il y a certains lecteurs qui ont besoin de découper la lecture. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai vraiment besoin de me concentrer complètement dans cet univers. Et donc là, voilà, je l'avais à l'époque volontairement mis en pause en me disant je le reprendrai du début, ce que j'ai fait. Ce que j'ai pas regretté, vraiment, parce que à ma première lecture, j'avais été un peu déstabilisée, comme beaucoup, hein, par vraiment la densité. Alors, on n'est pas sur une densité au niveau de l'écriture. Je trouve pas que l'écriture de Steven Erikson soit particulièrement inaccessible, j'allais dire, ou difficile, en tout cas dans le style, mais vraiment dans la construction de l'univers, dans le world building, dans les personnages, dans les événements qu'il raconte. Comme il ne va pas forcément vous contextualiser les choses, bah, vraiment en tant que lecteur, il faut vraiment faire un effort de concentration supérieure. Il faut également, je pense, être habitué à lire de la fantasy et lire de la fantasy adulte, parce que voilà, il faut vraiment réussir à s'imaginer des créatures, un univers, des contextes politiques, etc. Et c'est vrai que si on ne l'a jamais fait, je pense que c'est un petit peu difficile. C'est pas impossible, hein, c'est jamais impossible. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué si on ne l'a jamais fait. Donc voilà, pour moi, c'est dense de ce point de vue-là, pas forcément de point de vue du style. Donc j'ai pas regretté ma relecture des 30 premiers pourcents, puisque ça m'a vraiment permis de remettre vraiment bien les choses en place dans mon esprit. Donc franchement, je l'ai lu beaucoup plus sereinement. Alors je dirais pas facilement, parce que à nouveau, il faut vraiment rester focus sur la lecture, en tout cas pour moi. Mais j'y ai pris plus de plaisir qu'à la première lecture, c'est certain. J'y ai vu beaucoup plus rapidement les enjeux et les objectifs de chacun. Les choses me sont apparues plus claires que la première fois. La première fois, c'était la découverte, forcément. Donc là, c'était plus simple pour moi. Par contre, je trouve que c'est toujours un petit peu difficile, en tout cas pour moi, de réussir vraiment à voir les liens entre les différents personnages, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de personnages et de liens. Certains personnages ont des surnoms, ils sont parfois appelés par leur surnom, parfois par leur prénom, parfois par leur nom, parfois par leur fonction. Donc voilà, c'est un petit peu difficile. Il y a un lexique à la fin qui m'a beaucoup aidé. Il y a un lexique des personnages, il y a également un lexique au niveau des termes, un glossaire, pardon, au niveau des termes et ou des lieux qui sont utilisés dans ce roman. Donc c'était parfois un petit peu difficile à suivre pour moi, surtout sur la fin. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements qui vont s'enchaîner, donc beaucoup d'actions, et j'avais un peu de mal vraiment à suivre vraiment qui faisait quoi, pourquoi, parce que voilà, on est dans des complots politiques et autres, donc voilà, j'avais un peu de mal vraiment sur la fin, surtout à raccrocher. Ça a été globalement une bonne lecture, voilà. Je pense que le fait de l'avoir mis de côté la première fois et l'avoir repris m'a clairement aidé. Par contre, cependant, en tout cas pour le moment, je vais faire le choix de mettre cette série en pause. Je ne vais pas la poursuivre pour le moment. Je ne dis pas que je la lirai jamais, c'est pas le cas.
Juste, je fais le choix de la mettre en pause parce que je sens que je ne suis pas assez armée pour la poursuivre. Je pense que j'ai besoin de continuer à lire de la fantaisie adulte, et que j'aurai besoin, envie, je pense, d'y revenir d'ici quelques années. Donc je vais garder ce tome 1 précieusement à la maison. D'ici quelques années, quand j'aurai lu plus de fantaisie adulte et que je serai, en tout cas à mon sens, plus armée pour pouvoir re-rentrer à nouveau dans cet univers, j'y retournerai parce que, eh bien, franchement, ça m'a bien plu. Et puis en plus, j'aimerais également me lire une série qui a démarré chez Léa de son comparse Brian Esselmont. J'ai oublié le nom de la série. Mais je pense que ça pourrait également me faire du bien de lire peut-être d'abord cette série qui se passe avant ces événements-ci. Peut-être que ça m'aidera et les choses me paraîtront également plus claires. Donc vous l'avez compris, vous n'allez pas revoir, en tout cas pas avant très longtemps, la suite du livre des martyrs. Si vous avez lu beaucoup de fantaisie, je peux vous la conseiller, tout en sachant que c'est un texte assez dense, un peu exigeant, et qui nécessite de son lecteur un investissement et je pense une concentration un petit peu supérieure par rapport à d'autres titres. Voilà, l'auteur ne va pas du tout vous prendre par la main, donc voilà, il faut savoir dans quoi vous vous lancez. Ensuite, je vais vous parler... Ouais, on va passer à toute autre chose. On était sur de la fantaisie et on va passer en romance. J'ai lu une petite romance de Noël, toute fin novembre. Joyeux Noël et laisse-moi tranquille d'Eve Borelli. C'est publié chez HarperCollins Poche. Honnêtement, je ne vais pas vous en parler pendant des heures et des heures. C'est une romance de Noël. Ici, on va suivre une jeune demoiselle qui se fait, oui, plaquer, ou qui elle-même plaque, on peut dire, au début de l'histoire, son compagnon. Elle décide de retourner dans sa famille. C'est en Italie ou c'est en France? Je ne sais plus, parce qu'en fait, notre héroïne est issue d'une famille italienne. Donc, elle est très très proche de sa famille. Donc, elle retourne chez ses parents. Il y a également... Non, pardon, pas ses parents. Chez sa sœur et son frère, voilà, qui habitent dans un petit village. Eux, pour le coup, ils sont fans de Noël. Il y a énormément de traditions au niveau de Noël. On est dans le cliché, vraiment, hein, au niveau de la passion de Noël, on est un petit peu dans le cliché. Et elle va y rencontrer un jeune homme qu'elle connaît depuis l'enfance. Voilà, donc on est dans le cliché, Noël, le repas de famille, les bons sentiments, l'humour. Voilà, une romance de Noël ultra classique. On est ici dans le schéma de la romance également, que moi, c'est un schéma que j'aime bien généralement, hein, c'est le Friends to Lovers. Voilà, y a pas, je fais pas un spoil, c'est une romance de Noël. Je pense que là vraiment il n'y a pas de surprise, hein. Vous savez où vous mettez les pieds quand vous lisez ce genre de roman. Juste mention spéciale pour le personnage féminin que j'ai détesté. Elle est insupportable, elle ne fait que piailler à longueur du texte. Vraiment, je pense que dans la vraie vie, je l'aurais baffé depuis très longtemps, hein. C'est le cliché du personnage féminin qui piaille, qui couine, qui se plaint, qui ronchonne. Elle était, moi j'ai trouvé absolument insupportable. Voilà, sinon j'ai passé un bon moment, c'était distrayant, ça a fait le job pendant 2-3 jours. Est-ce que je me rappellerai? Honnêtement, je ne pense pas, et je pense pas que je la garderai parce que ça fait pas partie des romances qui m'ont le plus emporté, mais sur le moment, elle a fait le travail, donc après tout, c'est bien l'essentiel, en tout cas moi, de ce que je demande à une romance de Noël. Ensuite, je vais vous parler d'une fin de série. J'ai lu le 3e et dernier tome de Nevernight de Jack Christophe, pardon, c'est publié chez De Saxus. C'est une énorme briquette et je l'ai lu en lecture commune avec l'ado vintage, Laurent et Laetitia du compte Galaé, que je remercie de m'avoir accompagné sur cette lecture commune. Alors, Nevernight, si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, ici, enfin pas dans ce tome 3, je ne vais pas vous résumer le début du tome 3, mais au début du tome 1, on fait la rencontre de Mia. Mia, c'est une jeune demoiselle, une petite fille au début de l'histoire, qui est la fille du gouverneur, on va dire, hein, de l'univers dans lequel elle habite. Ce gouverneur va se faire renverser, sa famille va être décimée, son univers va s'écrouler et elle va... être un petit peu prise sous l'aile d'un commerçant du pays. Elle va grandir et quand elle va atteindre l'adolescence, elle va décider d'intégrer l'école d'assassins de l'endroit où elle vit, de son pays, pour devenir j'allais dire la meilleure assassineuse. Oui, c'est un peu ça, mais surtout, son objectif, c'est quand même de se venger et de tuer tous les gens qui ont tué sa famille.
Alors, je vais le dire tout de suite, le tome 3 a été une petite déception. Le tome 2 nous avait dépeint une Mia combattante, énergique, beaucoup de volonté, un objectif précis à atteindre et rien ne pouvait finalement l'éloigner de cet objectif. Ici, on a surtout un début qui est très lent. Vraiment, j'ai trouvé que l'histoire mettait beaucoup de temps à démarrer, qu'il y avait des événements qui n'avaient pas vraiment d'intérêt ou pas d'utilité pour l'histoire. J'ai trouvé que Mia, alors cette Mia décidée qu'on avait dans le tome 2, là dans le tome 3, je ne l'ai pas forcément beaucoup retrouvée. Je l'ai trouvée même limite par moments agaçante ou faisant des choix qui me paraissaient pas cohérents par rapport à la Mia qu'on connaissait avant. Elle est limite par moments fleur bleue. Il y a des longueurs dans ce roman. Alors certes, il fait presque 900 pages, donc je m'y attendais à avoir des longueurs, mais peut-être pas autant. Il y a des scènes de sexe que j'ai trouvées inutiles, sans aucun intérêt. Alors non seulement inutiles, mais trop longues et trop nombreuses. On a également, l'auteur va nous installer un triangle amoureux, mais qui est improbable. Moi je suis désolée, je n'y ai pas cru un seul instant. Je n'ai pas aimé toute cette espèce de petite partie de romance que l'auteur nous met, elle n'a aucun intérêt. À la fin du roman, il y a une scène coupée que je n'ai même pas lue tellement je l'ai trouvée absolument ridicule. C'était pas possible. La fin est cohérente, on va dire. La fin, elle est pas, c'est pas une fin. Enfin, la fin est cohérente par rapport à ce que l'auteur nous a proposé dans ce tome 3. C'est pas la fin que moi j'aurais voulu. À nouveau, c'est une fin un peu cucu, je suis désolée de le dire. Si vous avez aimé Nevernight tome 3, je suis vraiment désolée, mais moi cette fin ne m'a pas plu, ne m'a pas convaincue. Le fameux combat final, on va dire qu'on attend tous sur la fin, je l'ai trouvé un peu fouillis, un peu brouillon, un peu what the fuck par moment, un peu too much. Voilà, un peu dans l'excès. J'allais dire qu'est-ce qui était bien, parce que là je vous donne beaucoup de points négatifs. Il y a quand même de l'humour, on a quand même envie de savoir l'avenir des personnages. L'auteur à nouveau, il est quand même sans pitié avec ses personnages, et ça c'est quelque chose que moi j'apprécie. C'est quand même relativement réaliste également. Il y a des événements qui m'ont quand même plu, qui m'ont donné envie d'aller jusqu'au bout, si vous voulez. Mais c'est vrai que, notamment, le personnage de Mia, je l'ai trouvé assez différent de ce qu'on a eu dans les 2 premiers tomes et je ne me suis pas forcément retrouvée. L'auteur a fait des choix qui ne me convenaient pas, notamment la multiplicité des scènes de sexe. Je le redis, elle n'est sans intérêt aucun. Je suis désolée. Les combats sont assez crus de manière générale. On est un peu par moments dans les boucheries Bernard. Alors moi, ça ne me gêne pas trop. Voilà, je trouve ça à nouveau plutôt réaliste. Les combats, voilà, malheureusement, on va pas s'envoyer des paillettes, donc voilà. Donc, globalement, un tome 3 un peu mitigé. C'était distrayant, c'était sympathique, mais je pense que ce 3e tome aurait peut-être gagné à retirer 100, 150 pages, peut-être même 200 pages, pour recentrer l'histoire sur les vrais objectifs de Mia. Et voilà, donc forcément, je suis sortie de ce 3e tome un petit peu déçue. Je continuerai à lire J. Christophe, parce que voilà, ça n'a pas été non plus une catastrophe de lecture. Je vais pas, voilà, c'était une lecture sympa. Voilà, est-ce que je garderai la trilogie? Pour le moment, elle reste à la maison. Voilà, pour le moment, elle est là parce que malgré tout, j'aime bien l'univers des assassins, donc voilà. Mais voilà, je peux pas m'empêcher d'être malgré tout, je l'ai déjà dit, mais un petit peu déçue par cette fin de série. Ensuite, je vais vous parler d'un roman qui a été une très chouette lecture. Vraiment très chouette lecture. C'est La lumière lointaine des étoiles de Laura Lam. C'est publié chez ActuSF. C'est la maison d'édition qui me l'avait envoyé et je les en remercie. Ce roman a été une très belle lecture. Vraiment, j'ai passé un excellent moment avec ce titre. Ici, on va faire la rencontre de 4 femmes. Ouais, je crois. Ah non, 5 femmes. De 5 femmes qui vont, tout au début du roman, elles vont voler une navette spatiale et elles vont décider d'atteindre Cavendish, une planète qui est très loin du système solaire et qui est identifiée un petit peu comme pouvant accueillir une colonie et pouvant sauver les habitants de la Terre, puisque la Terre est bientôt en proie à l'effondrement, les catastrophes climatiques, les guerres. La Terre est à l'agonie, les populations sont à l'agonie.
Et donc ces femmes vont voler une navette spatiale pour rejoindre Cavendish et bien voilà être les premières finalement à pouvoir sauver les humains, sauver la planète tout entière. Ça, c'est le point de départ. Vous vous doutez bien que l'autrice, elle ne va pas s'arrêter à ça. J'ai beaucoup aimé ce roman, vraiment. L'autrice, elle va nous proposer une alternance entre le passé et le présent, ce qui va nous permettre de découvrir l'histoire de ces femmes, pourquoi elles en sont arrivées à voler cette navette spatiale, dans quel état est notre planète. Ça m'a beaucoup plu. J'aime bien de manière générale hein, le passé présent. Et puis c'est vrai que dès le démarrage on sait qu'il s'est passé quelque chose et on a toujours ce côté addictif et avec moi c'est quelque chose aussi qui marche bien. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé et donc toute l'histoire va nous amener à la réponse à la question eh bien, que s'est-il passé pour que ces femmes en arrivent à voler cette navette spatiale. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de révélations, beaucoup d'événements. Moi, je me suis laissée porter par ce roman. Je n'ai honnêtement rien vu venir. Honnêtement, je pense que il y a juste peut-être un petit truc dont je me doutais, mais voilà, ça n'a pas une énorme influence dans l'histoire et voilà. C'est bien construit, c'est bien mené, c'est bien écrit, c'est agréable. Il y a beaucoup de belles valeurs. Vous vous doutez bien qu'on va beaucoup parler droits des femmes, représentation des femmes. Il y a un petit côté Servante écarlate, mais léger, hein, léger. Les femmes dans ce monde n'ont pas beaucoup plus de droits que dans la Servante écarlate, hein, on va pas se mentir. On pourrait même être dans une dystopie, hein, puisque on est dans un monde dans lequel un homme qui m'a beaucoup fait penser à Donald Trump a décidé eh bien, que les femmes étaient bien mieux à rester à la maison, à s'occuper des enfants et que c'était leur compétence première. Hein, voilà, finalement que le reste n'était pas très pertinente pour le reste. Voilà, c'était un chouette roman. Qu'est-ce qui m'a manqué pour que ça soit un coup de cœur? Peut-être un petit peu d'émotion. Je trouve que le texte reste un petit peu froid par rapport au personnage. Je me suis pas forcément vraiment attachée. Il va se passer des événements difficiles. On va apprendre un certain nombre de choses tout aussi difficiles. Et je trouve que parfois j'ai eu une lecture un petit peu distante. Peut-être un petit manque d'émotion. Mais je vous le recommande vraiment, c'était très chouette si vous aimez, alors si vous avez envie comme moi de vous agacer et de vous dire que ce qu'elle raconte pourrait arriver dans notre monde, lisez La lumière lointaine des étoiles, c'était très chouette, très jolie lecture, je vous le recommande, lisez-le. Et vraiment merci beaucoup à ActuSF, c'est un roman qu'on a peu vu passer, mais franchement moi je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Voilà, mis à part le côté où à mon sens, ça manquait un petit peu d'émotion pour que vraiment ça puisse être un coup de cœur. Mais voilà, moi je vous recommande avec grand plaisir. Un autre roman que j'ai lu en lecture commune ce mois-ci, je l'ai lu avec Books of Zatanna avec Laurent Lado Vintage. On a lu le tome 1 de La lignée de Guillermo del Toro et Chuck Hogan. Moi j'ai une version publiée chez France Loisirs. C'est donc un roman qui faisait partie de mes reliques qui avait été choisi par Elodie, je crois. Et du coup je l'ai sorti en novembre, donc voilà, finalement il n'intégrera pas ma pilalière de reliques pour 2023, mais en tout cas je poursuivrai la lecture de cette série. Ici l'histoire va démarrer, on va être à bord d'un avion qui va atterrir à New York à l'aéroport JFK, un avion qui une fois qu'il s'est posé va se murer dans le silence. C'est-à-dire que cet avion ne communique plus du tout. A priori, les passagers et les pilotes sont à l'intérieur, mais la tour de contrôle n'arrive plus du tout à entrer en communication avec cet avion. Et personne ne sort, personne ne fait mine de montrer signe de vie à l'intérieur. Cet avion les lumières sont éteintes. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le point de départ de cette histoire, c'est ça. Alors, dans ce roman, moi je savais, hein, bien évidemment, quelle était la thématique principale, on va dire, de ce roman. Alors au niveau du style, on est sur un style qui est très descriptif, très cinématographique. Alors j'ai pas d'exemple, mais on peut avoir, vous savez, ce fameux style que certaines personnes n'aiment pas. Il se leva, point. Il se dirigea vers la cuisine, point. Il sortit le café, point. Il remplit sa tasse, point. Voilà, ce genre de style
parfois un peu haché, mais en tout cas très descriptif, et donc assez simple, hein, vraiment, et puis en même temps cinématographique, parce que c'est vrai que du coup, vous visualisez tout de suite ce que font les personnages. On a beaucoup de personnages et de lieux, hein, que les auteurs vont nous présenter, et le tout crée une ambiance un peu angoissante, un peu oppressante. Donc il se passe des choses, mais le fait qu'il y ait ce style assez descriptif, ça nous donne un rythme assez lent finalement à cette histoire, puisque on va dire qu'avant qu'on rentre vraiment dans le cœur de l'histoire, hein, vraiment, on est quasiment à la moitié, quoi. Vraiment, la première partie du roman, c'est vraiment la description. On va avoir tout un suspense autour de cet avion. Ils vont mettre du temps à rentrer à l'intérieur. On va découvrir des personnages qui vont avoir une importance au fur et à mesure de l'histoire. Donc voilà, c'est vrai que l'auteur, enfin, ce tome 1, quelque part, il sert aussi d'introduction, hein, je pense, à un certain nombre de choses. Donc, et puis il y a aussi autre chose, c'est que nous, en tant que lecteurs, on comprend assez vite, hein, de quoi on va parler. Les personnages, ils mettent du temps, vraiment, vraiment du temps à arriver à la même conclusion que nous, et ça a un côté, des fois, je sais qu'il y a certains lecteurs, ça peut les agacer, ou voilà, ils se disent, mais l'auteur, il se moque de moi, c'est bon, on a compris de quoi on va parler, accélère. Et là, pas du tout, là, on continue à prendre le temps d'expliquer, etc. Donc, voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, moi, avec moi, ça l'a fait. Ça m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé ce rythme assez lent de description, on avance pas à pas, tout doucement, voilà, ça reste un peu introductif, style assez simple, mais moi ça m'a plu, j'ai bien aimé être dans ce rythme. Alors, par contre, il y a quelques facilités, je trouve qu'il y a des hasards heureux, il y a des personnages qui vont s'associer, se regrouper entre eux, on va leur raconter des choses et ils vont y croire finalement très très vite, très très rapidement. Ils accordent une confiance aussi. Ouais, je sais pas, moi je rencontre des gens que je ne connais pas qui vont me raconter un certain nombre de choses qui sont complètement incroyables. Je suis pas sûre que je vais leur faire confiance comme ça aussi vite, hein. C'est pas certain. Et alors que là, il n'y a pas de problème, on fait confiance très très vite, on s'associe très très vite. Enfin voilà. Il y a des facilités, des choses qui arrangent l'histoire, des hasards heureux, des rencontres faciles. Voilà. Bon, voilà, à partir du moment où on accepte ça, ça marche, voilà, ça marche, ça marche. Et puis on a également sur la fin un groupe de personnages qui va se regrouper, qui m'a beaucoup fait penser à un groupe de personnages d'un autre roman très très connu, un peu sur le même principe, on va dire, le vieil homme qui a le savoir, la jeune femme, le scientifique, voilà, ça fait limite même un petit peu des personnages parfois un petit peu clichés. Et puis on a aussi, alors là pour le coup ça fait très cinéma, grand spectacle, le grand méchant qui apparaît, qu'on va retrouver dans le tome 2, dans le tome 3, je suppose en tout cas. Donc voilà, des choses qui font à la fois très cinématographiques, parfois aussi un petit peu cliché, mais bon, il n'empêche que moi, j'ai beaucoup aimé ce tome 1, j'ai passé un très chouette moment, j'en demandais pas plus, c'était cool, et puis aussi, je ne l'ai pas dit, mais les créatures qui sont utilisées ici, je trouve qu'elles ont une explication qui est assez intéressante, que je n'avais jamais vue, je crois, et ça aussi, c'était plutôt cool, voilà, sur une créature qui est finalement très connue, réussir à faire quelque chose d'un petit peu original, et ben moi ça m'a plu. On va terminer par le roman qui a été, je pense, la meilleure lecture du mois de novembre, et c'est un tome 3, c'est le tome 3 de Blackwater, de Michael McDowell. La maison s'est publiée chez Monsieur Toussaint Louverture. J'ai adoré ce tome 3. Alors, je ne vais pas trop pouvoir en parler, c'est un petit peu dommage. Si jamais vous ne connaissez pas Blackwater, c'est que vous avez vécu dans une grotte. Dans le tome 1, on va faire la rencontre de... j'ai oublié comment elle s'appelle. J'ai oublié comment elle s'appelle. Je ne sais plus. On va faire la rencontre d'une jeune femme qui va être sauvée par le fils Casquet. Cette jeune femme est sauvée lors d'une inondation. Elle va donc intégrer la famille Casquet et on va suivre les aventures de cette famille à Perdido sur plusieurs décennies. Dans ce roman, on est en 1928. Voilà. C'est une saga familiale qui est en 6 tomes, donc là c'est le tome 3. J'ai retrouvé les mêmes qualités que ce que j'aimais dans les 2 premiers tomes, une plume très addictive, des personnages attachants, une famille hyper intéressante, il se passe toujours quelque chose dans cette famille.
Par contre, dans ce tome 3, ce qui m'a beaucoup plus plu que dans les 2 premiers tomes, surtout dans le tome 2 où j'avais trouvé que finalement le schéma était très semblable au tome 1, ici on a un schéma un petit peu différent, donc ça c'était plutôt cool. Et on a également l'arrivée beaucoup plus présente, on va dire, du côté fantastique, donc je ne sais pas si ça sera encore le cas par la suite. Ici on a vraiment une grosse dimension fantastique qui arrive, qui est beaucoup plus présente que dans les 2 premiers tomes, donc plutôt cool aussi. Je trouve que l'auteur, il a parfois une manière de nous décrire des trucs atroces d'une manière tranquille. Hein. Vraiment, il vous décrit des trucs horribles, mais comme s'il vous récitait une recette de cuisine. Hein. C'est assez impressionnant, je trouve. C'est très facile à lire, très accessible, hyper addictif. Ça se lit tout seul. L'auteur ici, il arrive également à nous faire... on suit la famille Casquet, mais là on est vraiment sur plusieurs années. Je me demande s'il n'y a pas même au moins une décennie qui passe. On a toujours un certain nombre de personnages qui sont particulièrement détestables et toxiques, vraiment. Et puis dans ce tome 3, on a également quelques thématiques très dures qui sont traitées... Alors, elles sont là, elles sont traitées, mais peut-être de manière un peu légère, on va dire. Voilà, sur certains sujets, je trouve que c'est peut-être un peu léger. Mais en tout cas, ça ne gâche en rien du tout ma lecture. Moi, j'aime beaucoup Blackwater, en tout cas pour ces 3 premiers tomes. Si vous n'avez pas encore succombé à la hype, tentez au moins le tome 1, voir si ça marche ou pas. Je vais poursuivre, poursuivre ma découverte de la série Blackwater. J'espère la terminer, pourquoi pas d'ici la fin de l'année. Mais bon, honnêtement, c'est mal engagé. Mais on ne sait jamais. Et puis voilà, si vous n'avez pas encore lu Blackwater, foncez. Vraiment, vraiment foncez. Et voilà, ce point lecture est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé aujourd'hui, si vous avez le même avis que le mien ou pas du tout. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram où je publie de temps en temps des avis. En tout cas, en story, je suis plutôt présente. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!